Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au vendredi 21 octobre de l'année 2016. Le rendez-vous de Tortor, le dernier numéro de la semaine. Nous sommes aujourd'hui au numéro 91. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur LCF, site IFM aussi sur le www.lcftogo.com. Ce matin, nous recevons en studio deux confrères pour essayer de décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous au Togo. On démarre en présence du premier confrère ce matin, il s'appelle Idelphonse Akpaki. Bonjour Idel. Bonjour. Il est en tenue traditionnelle africaine comme moi. En face de Idel, nous avons un patron de presse, Loïc Avalalonson, le patron de Flambeau des démocrates, et stylé comme un bon Premier ministre d'un pays. Oui. Bonjour Loïc. Bonjour mon frère, comment tu te portes? Nous allons démarrer avec la crise au quart. La crise au quart, demain samedi, si tout marche bien, 36 fédérations, selon nos infos, vont se réunir à la Mugette à Lomé pour essayer de plancher l'avenir du parti. Et officiellement, le président Dodiapé, son mandat est arrivé à terme selon un communiqué signé d'une coordination, le communiqué publié mercredi dernier. Maître Apévon n'est plus président du CAR depuis le 17 octobre à minuit. Et donc, cette coordination se propose de se réunir demain samedi pour plancher ou bien essayer de, désigner de nouveaux dirigeants au parti Idelphonse Akpaki. J'espère que vous suivez très près votre journal La Gazette du Togo, suit très près l'actualité au niveau du CAR. Bien, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler du rififi au sein du CAR, mais il est avéré que la crise ou bien la fissure est intervenue entre deux personnalités clés de cette formation politique. Le président d'honneur, maître Apollinaire Yovi Aboibo, et puis le président en exercice, maître Paul Dodiapé. Donc, chacun essaie de tirer de son côté le drap. Mais lorsque nous faisons un peu allusion à cette fameuse coordination dont vous avez parlé, je voudrais, à l'entame, me demander, elle tire sa légitimité d'où? Si aujourd'hui on se rend compte, puisque ce sont les membres même de la coordination qui disent que la présidence n'a plus de pouvoir. Et si la présidence n'a plus le pouvoir, et qu'on suppose que le bureau a été élu, soit par consensus, parce que j'ai entendu un cadre ce matin sur une chaîne dire que Maître Apévon a été choisi par consensus. Oui. Alors, et que légalement le bureau tient, d'où tient maintenant la légitimité? Cette coordination dont nous parlons, elle tient sa légitimité d'où? Si tant est que la présidence ne fonctionne plus. Parce que c'est la tête qui tire le corps. La tête n'est plus là. Et puis, les membres... Le corps doit s'effondrer également. On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Loïc Lawson, vous suivez très bien la crise du CAR, vous suivez très bien ce qui se passe au niveau des deux camps, les pro-Agboibo, les pro-Apévon. Et aujourd'hui, on est à quel épisode, c'est pas. Mais ce dont on est sûr, demain, les gens vont se retrouver, et les présidents de fédération vont se retrouver à Lomé pour essayer de prendre une décision qui va concerner l'avenir du parti, évidemment. Et je vous annonce que Maître Apévon, qui est toujours président du parti, selon un communiqué publié, dit ne pas reconnaître cette coordination qui appelle à une rencontre demain pour décider du sort du parti. Oui, mais tu sais, aujourd'hui on est dans ce qu'un confrère m'a appelé embryomini total au niveau du CAR. Et ma foi, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que ce parti est l'un des meilleurs, ou pour ne pas le meilleur parti structuré qu'on a au Togo. Malheureusement, aujourd'hui, les têtes de proue de ce parti, ceux qui ont toujours donné le bon exemple, sont en train de se déchirer. Et je fais partie des journalistes qui font l'effort de ne pas trop rentrer dans le jeu d'un camp ou d'un autre camp. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ça. La presse est divisée en deux. Il y a des camps pro-Apévon, il y a des camps pro-Agboibo. Et dans mon impartialité, je dis qu'il faudrait plutôt essayer de résoudre le problème au niveau du CAR par les tests. Et à ce que je sache, c'est quand on voit comment les choses se passent, aujourd'hui, nous sommes le bureau sortant, le bureau dirigé par Apévon, son mandat serait fini
depuis le 17 octobre dernier à minuit. Alors, quand un mandat finit, on fait quoi? On va à des élections. On va à un congrès électif. À un congrès électif. Mais le congrès doit être convoqué. Le congrès doit être convoqué. Là encore... Par le président sortant. Merci. Le congrès n'est pas convoqué. Ouais. Et nous sommes dans un vide juridique. Total. Ouais. Et je me dis, ma foi, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, et tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas aussi rester comme ça, avec le vide, laisser le vide juridique ainsi, ou aussi ceux qui veulent convoquer un congrès aussi n'ont pas, comme dit Ildefonse, la légitimité forcément pour le convoquer. Normalement, si la crise était une crise dans laquelle le président Gbagbo n'était pas impliqué, j'allais dire que c'est à lui maintenant, en tant que président d'honneur, de rassembler les morceaux et d'essayer d'arranger. Mais là, ma foi, honnêtement, je ne sais pas où va le quart. C'est pour ça que nous avons titré le quart dans le virage de la mort. Parce que à cette allure, je me dis, le parti est parti pour ne plus exister. Alors, Maître Apevon a été clair dans son communiqué pour lui. Cette coordination qui convoque la réunion demain à la Mugette est manipulée par Maître Janvier Gbagbo, qui cherche coûte que coûte à reprendre la tête du parti ou à défaut confier le parti à quelqu'un qui peut manipuler entre griffes à dessein. C'est selon les propos de Maître Doudji Apevon dans un communiqué publié. Au départ, la première correspondance de Maître Gbagbo, qui date du 26 février 2016, dit en substance quelque part. C'est dans le cadre de ces échanges que plusieurs d'entre eux sont venus me dire que compte tenu des défis en jeu en cette période où le Congrès va tenir, il faut que j'accepte pour une période transitoire de prendre la direction du parti pour lui réinsuffler l'esprit qui a prévalu à sa création. Parmi ceux qui m'ont approché, j'ai accordé une écoute particulière au docteur James Amaglo. Ce dernier a, ça, c'est des bien sûr, à mon avis. Hein. Ce dernier a bien sûr compté. Voilà, il y a eu une polémique autour de cette histoire longtemps. Et je pense que c'est le moment de revenir. Hein. Maintenant, docteur James Amaglo répond en disant, je le cite, qui n'est jamais allé le voir. Et après, c'est Doudji Apevon qui saute dans la mare, qui lui aussi dit que tel que les choses se présentent, il n'y a jamais eu ça. À l'analyse de ce qui se passe au cas, moi je crois savoir que c'est un problème de personnalité. Un problème de personne. Un problème, expliquez-nous davantage. Un problème qui se résume à deux personnes. Gbagbo, Apevon. Gbagbo et Apevon. Apevon s'est laissé embobiner, puisque Maître Gbagbo a dirigé le parti de 90 en 2008. Et c'est en 2008 que il y a eu alternance. A pris les rênes. Mais en réalité, la question qui se pose, c'est de savoir si Maître Apevon avait la main libre pour prendre les décisions qu'il faut. Autrement dit, est-ce que le comité directeur avait cette latitude-là d'évoluer? Puisque quelque part, il y a un présidium. C'est d'ailleurs ce présidium-là qui essaie de voir l'harmonisation des décisions à prendre. Et ce présidium est chapeauté par le président fondateur. Le président d'honneur. Le président, non. Le président fondateur, parce que lorsque je me réfère également au courrier de Maître Gbagbo lui-même, il dit, c'est pourquoi en ma qualité du président fondateur du parti. Excusez-moi. On peut dire c'est un écart de langage. Non mais comment un écart de langage? Non, il est écrit nulle part de toutes les façons que le président est dirigé par un président fondateur. D'ailleurs, cette thèse de président fondateur, ce mot a été réfuté par une partie qui dit que au car il n'y a jamais eu de président fondateur, mais des responsables fondateurs. Mais est-ce que vous m'avez arraché la parole? Non, je reviens vers vous. Tu sais, je reviens. Tu sais, Junior, le Togo a tellement de problèmes. Et pour moi, une crise dans un parti n'est pas forcément la préoccupation de ceux qui nous suivent. Maintenant, pour clore par rapport à ce débat, je vais te dire, il y a un problème similaire qui s'est produit en France. Je me rappelle avec l'UMP. Quand Sarkozy a quitté la tête de l'UMP et a dit je ne ferai plus la politique, il est parti. Entre François Copé, Fillon, tout ça, ils se sont déchirés. Et après Sarkozy est revenu faire le parti. Non,
Voilà, ils se sont mangés, on n'arrivait pas à savoir qui doit être à la tête du parti. Finalement, Sarkozy est revenu en créant les Républicains et les a tous finalement engloutis. Non, c'est l'UMP qui a changé de nom. Oui, c'est l'UMP, oui. Qui a changé de nom. Oui. C'est comme l'UMP qui est devenu unir. Je ne refuse pas. Non, mais moi, je préfère dire que c'est Sarkozy qui a lancé un parti et carrément en créant, parce que nulle part on a dit que l'UMP a été dissous, machin, tout ça. Et tous les restes sont partis le suivre. Vous voyez, tel que la chose se passe, moi je dis, est-ce que c'est pas une des solutions? Parce que moi... Donc vous proposez qu'il aille pour créer le parti? Voilà, je me dis aujourd'hui, le CAR doit passer par Prêt-et-Fourni. Et il faut créer un nouveau parti qui peut peut-être rassembler tout ce beau monde au cours d'un congrès électif et on prend un président pour le parti. Et je crois que ça serait fini. Parce que nous, en Afrique, quand on veut faire la politique, au lieu de faire la politique des idées, des mentalités, on fait la politique des personnes. Des muscles. Des muscles. C'est pour ça que j'ai dit que Apévo et Gbagbo peuvent se déchirer sur le plan politique, mais leur amitié, leurs relations doivent rester intactes. Tu comprends ce que je dis? Mais nous, en Afrique, on va au-delà et on se garde même de ne plus se parler, malheureusement. Merci. Je remets la parole à Idel. Oui, je voudrais... Toutes les excuses pour... Non, mais je voudrais faire une petite remarque avant de continuer. Je voudrais qu'on soit discipliné autour de ce plateau. Parce que j'ai toujours respecté les confrères avec qui je discute. Pas d'écart. Je ne voudrais pas, parce que chaque fois quand un confrère parle, je me tais et je l'écoute. Je ne voudrais pas que, lorsqu'on n'est pas animateur, qu'on m'arrache la parole. Ok, on continue. Je serais très malheureux. On continue. J'ai dit, et je persiste, parce que Maître Yaovi Agboibo est un homme de droit. Lorsqu'un homme de droit écrit noir sur blanc, et que l'histoire retient que c'est ce que lui-même il a dit, je ne vois pas celui qui ne fait pas le droit dire le contraire. Je ne vois pas. Alors, quelle est la solution? Selon vous, quelle est la solution à cette crise-là? Ça dit que Maître Apévo a été donc sauté de la tête du parti comme ça et que la réunion qui aura le demain va désigner un nouveau dirigeant ou bien quoi? Parce qu'on ne comprend pas. Je dis, ceux qui veulent se réunir demain tirent leur légitimité d'où? Puisque lorsque vous avez en face de vous des individus qui veulent se regrouper, soit c'est la charte des partis politiques qui dit voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous le créez votre parti politique, vous devez avoir des lois. Est-ce que dans les statuts régissant la formation politique CAR, est-ce qu'il est dit que lorsque le comité directeur n'existe pas, d'autres structures de cette formation politique doivent fonctionner? C'est la grande question. Maintenant, lorsque la crise a commencé, je suis sûr qu'il y a eu des personnalités qui ont bien voulu gérer la crise. Mais si on se rend compte aujourd'hui que depuis février jusqu'à aujourd'hui, au fil des jours, au fil des mois, la crise s'accentue, ne nous voilons pas la face. Est-ce que vous êtes sûr que ces messieurs-là peuvent rester ensemble? Et la solution, ça passe par la création de nouveaux partis pour Apévo et pour Agboibo? Qui doit laisser le CAR à l'autre? J'ai écouté ce matin M. Bimna Fam qui disait en substance qu'il fait partie de ceux qui souhaitent que Maître Apévo laisse le CAR pour créer une autre formation politique. Mais que ce dernier est réticent. À la question de savoir pourquoi cette réticence, il a dit que Maître Apévo étant un homme de la loi, a fait savoir qu'il n'a pas encore déposé sa démission. Il demeure député du parti au niveau de l'Assemblée. Justement. Député du CAR. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la grande... Créer une transition à la tête du CAR? Peut-être, Loïc? Quand on parle et on finit par une question, je me suis étonné. Tu sais ce qui se passe? Moi, je dis, je ne fais pas partie des journalistes pyromanes qui viennent mettre de l'huile sur le feu par rapport à la crise. Moi, je me dis que, je t'ai dit en introduction que ce parti fait partie des meilleurs partis politiques qu'on a au Togo. Il s'apporte, c'est un parti qui s'est apporté à des moments difficiles dans ce pays. Il a apporté sa contribution. Alors, ça ne va pas dans le parti. Il y a la chenille. Et c'est pour ça, moi, je dis, la politique, au-delà du CAR, la politique au Togo, on doit comprendre qu'elle ne doit pas être une affaire de personne. La politique doit avant tout une affaire d'idées, combat d'idées, d'idéologie. Et une fois que c'est compris comme ça, le problème de personne ne viendra pas envenimer la situation. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent
ou qui souhaitent, parce que moi je ne pose pas les questions, que comme solution, parce que c'est la guerre pour savoir qui va succéder à Pévon lui-même ou bien en tout cas comme solution, on fonde tout le parti et tout ce groupe se retrouve pour réfléchir et lancer un nouveau parti. Maintenant, il faut un président. Alors, le Congrès, là, tous les camps seront présents. Tous ceux qui auront droit de voter seront là. Et on va voter pour choisir un président, soit à Gbebo, soit à Pévon. Comme ça, nous, les journalistes et le peuple, on verra qui a la légitimité auprès des militants et des congressistes. Pas facile de repartir à zéro, hein, parce que le car est là depuis parfois, 91. on est dans la vie, le car est là depuis 91 et le nom même est connu à travers tout le pays. Et le mot même car, vous comprenez, le cycle plutôt, c'est pas facile dans la vie, il faut savoir repartir quand il le faut. Je t'ai parlé de l'UMP. L'UMP est un parti présidentiel. Ils ont gagné l'élection même présidentielle avec l'UMP. Pourtant, on a accepté de faire partie de l'UMP et parler du républicain. Mais c'est possible. Avant l'UMP, il y avait le RPR. Merci. Donc, au Togo, le RPT, parti comme tu dis, et qui est resté longtemps au pouvoir, a accepté un moment rompre et devenir unir. C'est possible. Ok. On va parler du sommet, les suites, bon, l'après-sommet, parce que le lendemain du sommet, on l'a vu avec, on l'a dit mercredi dernier, les chauffeurs, j'espère qu'ils ont trouvé une solution, parce que là, hier, on a lu sur les réseaux sociaux que le chef de l'État a donné l'ordre pour qu'on leur paie 85 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est déjà payé, je crois. Idel. Vous savez que cette affaire de sommet, je suis de ces citoyens, je n'étais pas pour. Alors, et pour quelle raison? Je suis très embarrassé quand on me pose des questions sur le sommet. Mes raisons, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler sur certaines chaînes, mais je vous cite juste deux choses. Lorsque nous vivons dans un État et que les revendications de certaines couches sociales sont déposées sur la table du gouvernement et qu'on nous fait savoir qu'il n'y a pas de moyens financiers pour les satisfaire et que d'un coup de baguette magique, le même gouvernement trouve de l'argent à hauteur des milliards pour organiser un sommet, je me dis que j'ai très mal au cœur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et les députés qui font partie de la représentation nationale, qui constitutionnellement doivent contrôler l'action du gouvernement, ne sont pas à même de nous dire là où on a trouvé officiellement, puisque nous savons que ça a dépassé, officiellement les 5,5 milliards pour organiser ce sommet. Il y a eu un collectif budgétaire, vous vous rappelez, l'année passée? Non. En novembre 2015, sous Ayassor, il y a eu un collectif budgétaire. Attention. L'exercice du budget tel que cela a été élaboré chaque année suit des normes précises. Ouais. Si en 2014, il était question d'un sommet, et donc le budget en a pris en compte. Il n'y en avait pas question. En 2015, même chose en 2016. Non, en 2015, il y a eu collectif budgétaire, je vous dis, c'est-à-dire, il y a une loi rectificative, c'est ce que je dis. Oui. L'Assemblée, le gouvernement a introduit une loi pour rectifier, donc pour corriger le budget, c'est un collectif budgétaire. Justement, au fait, l'orthodoxie financière demande ça. C'est ça. C'est parce que, justement, le sommet, pour l'exercice 2016, n'avait pas été pris en compte par le budget. Il n'y a jamais eu de collectif budgétaire. Ça, je vous dis, oui, bien sûr, en 2015. C'est des faits en novembre 2015. En 2015, les dépenses ont été budgétisées. Puisque le sommet était prévu début 2016 avant d'être repoussé en octobre, vous vous rappelez? Junior, est-ce que chaque année, au terme de l'année, est-ce que le compte est fait? Non. Bien, pourquoi? Mais ça ne va pas cette question. Il faut poser la question aux députés, parce que c'est aux députés, c'est les Justement. députés qui votent le budget. Justement, C'est à parce eux que- de demander au gouvernement de faire le compte après l'exercice. Justement, c'est parce que j'ai fait des investigations. Et il m'a été rapporté par les députés que le sommet n'a pas été pris en compte. Les dépenses du sommet n'ont pas été prises en compte par le budget exercice 2016. Voilà pourquoi, justement, la CDPA, quand sa délégation a rencontré
Monsieur ministre Boubessi. Bawa Boubessi, la délégation a demandé, mais vous voulez, l'argent là, vous l'avez trouvé où? Et le ministre a dit dans le budget. On a répliqué. Dans le budget, il n'y a jamais eu. Une ligne pour le sommet. Ok, je reviens à vous tout à l'heure là. Et Loïc, vous avez suivi le confrère de défense à Baki? Oui, mais moi, je vais répondre à ta question par rapport au sommet. Bon, on a payé les chauffeurs finalement. Voilà, la journaliste, vous avez des sous. Mais je vous confirme. avez les 250 000 francs, c'est vous les patrons de presse. Non, je fais partie des journalistes qui ont dit ce truc, c'est une insulte. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, parlons de. Mais c'est le sommet. Ok, parlons de tout ça. D'abord, et tu as bien fait de relever le collectif budgétaire. Ça a été fait et c'est des trucs qui arrivent partout dans le monde. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Je fais partie des journalistes qui ont écrit plusieurs, mille et une fois dans leur colonne que les problèmes sociaux doivent être une priorité pour ce pays. De ceux qui ont toujours soutenu la lutte des syndicalistes par rapport à la santé, à l'éducation. Mais quand il s'agit aussi d'un sommet comme celui qu'on a accueilli, au début on était tous sceptiques, mais après on s'est dit mais il s'agit de l'image de notre pays. Et je crois que sur le plan diplomatique, qu'on le veut ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sommet, sur le plan diplomatique, ne serait-ce qu'il a été une réussite. Je m'en tiens au propos du président de la Commission de l'Union africaine, du président en exercice, comment vous avez, le président tchadien, le président de la Commission des chefs d'État, je crois, de l'Union africaine, qui a reconnu que c'est un des sommets les plus reçus de l'UA. Ça, c'est passé. Maintenant, après sommet, le sommet en soi a été reçu sur le plan diplomatique. Maintenant, il y a eu des ratés pour le sommet, comme sur le plan communication, où je trouve que la communication a été zéro, comme l'a écrit un confrère, je fais partie de ceux qui le pensent. Et aussi, je pense que l'après-sommet n'a pas été aussi bien géré comme il se doit. Je vais parler des problèmes des chauffeurs que tu as dit. L'autre fois, où les chauffeurs réclamaient 40 000 francs par-ci, par-là, où les chauffeurs réclamaient 40 000, ont pris 40 000, après on boudé. Mais heureusement que dès le lendemain, le problème a été posé en Conseil des ministres et ça a été réglé. Les chauffeurs ont déjà touché leur argent. Donc, il s'agit de 85 000 francs pour les chauffeurs privés qui sont venus travailler, 80 000 francs, mais il y a eu des chauffeurs privés qui sont venus mais n'ont pas pu travailler 60 000 francs. Maintenant, pour les chauffeurs même du garage central, 50 000 francs. Ça, au moins, ça a été speed, ça a été fait. C'est bien. Pour la presse, si tu veux, moi, j'aurais aimé, au lieu qu'on parle des professeurs, qu'on parle de nous, les journalistes. Ça, il dit, la presse devait prendre 250 000 francs. C'est une insulte. C'est une insulte pour la presse. Est-ce que la presse a pris les 250 000 francs? Certains journaux ont pris, certains n'ont pas pris. Mais pourquoi certains n'ont pas pris? On ne vous a pas payé, vous avez refusé de prendre? Non, mais dès le début, moi je faisais partie de ceux qui ont dit arrêtez ça quand même. Mais c'est un contrat. Mais soit vous prenez l'insertion ou bien les gens refusé. L'alternative a refusé, il n'a pas pris. Si vous acceptez de faire l'insertion, vous acceptez les termes du contrat. Junior, ce que nous disions, c'est qu'on ne dit pas, c'est que on peut, le montant qu'on propose à la presse en général, et moi je parle pour l'avenir aussi, qu'il est temps que la presse togolaise soit respectée. Ça, je suis d'accord aussi. Qu'il est temps que les gens qu'on amène des journalistes étrangers, qu'on loge dans des suites présidentielles, et que le journaliste togolais, lui, continue par marcher à pied, par souffrir, alors que c'est lui qui a fait le boulot. Ceux qui sont venus de l'étranger n'ont pas fait le boulot en réalité. Certains ont fait aussi, hein. On a vu des plateaux, sur... Mais j'ai dit, dis-moi, justement, tu veux que je te parle de ces plateaux? Oui. Est-ce que, dis-moi, s'il te plaît, Voice Africa qu'on a amené et qui nous suit, dis-moi combien de Togolais connaissent ça? Là, les gens nous suivent. Tu es journaliste, toi, tu as pu suivre parce que tu es journaliste. Mais on veut parler de la masse. L'Afrique a suivi. La communication autour du sommet, je t'ai dit qu'elle était nulle. Au lieu de faire de l'information par rapport aux thématiques, aux différents sujets qui concernent le sommet, parce qu'on ne parle pas seulement de sécurité, on parle de développement. Et plusieurs sous-thèmes ont été développés. C'est ça, de ça il faut parler aux Togolais. On n'a fait que de la propagande et de la publicité autour de sécurité et sûreté. Et c'est tout ce que les Togolais ont retenu, malheureusement. C'est pour ça que je dis, au-delà de la réussite diplomatique... À la base, c'était ça l'objet du sommet. Le mot développement a été ajouté après la rencontre de l'UA. Ce n'est pas grave. Mais c'est pour ça que je dis, on devait pouvoir mettre les moyens d'abord à la disposition des médias pour qu'on puisse développer ces thèmes. Même ceux qu'on a amenés sur les plateaux télé. Rappelle-toi sur la télévision nationale. Je n'ai pas vu plusieurs plateaux, j'ai vu un seul plateau où j'ai vu des gens qui sont venus, on dit que ce sont eux qui sont à la tête de la commission d'organisation, mais qui n'arrivent même pas à maîtriser le thème du sommet. Ouais, ça aussi, les gens l'ont relevé ici sur le plateau. On n'a pas associé les vrais... C'est-à-dire, pourtant, il y avait des jeunes... Ils n'ont pas eu les mains libres pour faire le travail. Il y avait des jeunes
qui maîtrisent la thématique, qui sont dans les bureaux, dans des ministères, qui pouvaient venir parler. Mais ce n'est pas des retraités qui ne maîtrisent pas le point qu'il faut amener. Mais ça, c'est les à côté du sommet. Puis on en parlera puisque le Togo va encore abriter notre sommet, c'est lorsqu'on a pris en conseil des ministres hier, on va abriter le sommet Israël, Togo, Israël, Afrique plutôt, et on espère que Israël, Afrique plutôt. Mais il faut ajouter aussi que les 20 milliards ou les 13 milliards ne viennent pas seulement du Togo. Beaucoup de partenaires ont mis les moyens. La Chine, ils ont ajouté un peu. Il faut ok, Idel, sur notre sujet, notre invité là, M. Roger Mifetou nous attend, on va prendre encore 2 minutes pour que je pose une question. Vous avez titré sur votre site Politique de l'Église catholique du Togo complice de la dictature qui sévit dans le pays. Et là, vous accusez Monseigneur Amoussou Diakpa d'avoir, dans son homélie mercredi dernier, loué le sommet, loué la tenue du sommet dans notre capitale. Alors, que reprochez-vous à Monseigneur Amoussou Diakpa? Est-ce que vous avez bien lu le titre? C'est une interrogation. Même c'est une interrogation. Mais, moi, j'ai lu l'article. Vous avez vraiment cité Monseigneur Amoussou Diakpa? Oui, je suis chrétien catholique. Moi, je le suis pratiquant. Je le dis haut et fort. J'ai dit, dans le développement, puisque je l'ai signé de ma plume, Ildefonse Akwaki, j'ai dit que le prélat devait être... Vous avez du côté de la population, vous avez même dit que la plupart des Togolais étaient contre le sommet et que le prélat devait faire autant. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je ne dis pas que Monseigneur se mette dans la droite ligne de ce que je voudrais, mais être au-dessus de la mêlée. En quoi? Être au-dessus de la mêlée, dans l'article, j'ai dit, en tant qu'autorité morale, le chef de l'Église catholique devait se poser la question de savoir s'il était bienséant. Il n'est pas le chef de l'Église catholique du Togo, ce que vous oubliez. C'est Monseigneur Benoît Léonou qui est le président de la conférence des évêques du Togo. Monseigneur Amoussou Diakpa, il est l'archevêque de Lomé, un point. Absolument, absolument. En tant qu'archevêque. De Lomé. De Lomé. Ouais. Où s'est tenu le sommet. Est-ce que Monseigneur, sachant très bien que l'économie togolaise est en veilleuse, s'est donné la peine de dire ou bien de chercher à comprendre si le Togolais vit ou vivote. Non mais attends, je l'ai dit tout à l'heure, que si les revendications des travailleurs, si les aides des tranches des étudiants, si les pensions des retraités sont recalées, si les hôpitaux sont au ralenti et sont en agonie, les gouvernants nous ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Mais où a-t-on trouvé subitement par un coup de baguette de l'argent? Mais si on nous dit aujourd'hui que ce n'est pas seulement le Togo qui a mis la main à la poche, mais le bon sens voudrait que lorsque vous dirigez un État, que ceux qui sont dedans, que vous leur faites le compte qu'il faut. Alors, Idel, avant qu'on ne continue, avant le sommet, il y a eu des prières, des messes, des cultes pour demander que Dieu nous aide dans le sommet, que le sommet se déroule dans de bonnes conditions. Vous permettez? Et après le sommet, c'est normal qu'on commence à avoir D'abord, je ne suis pas contre le sommet. Il faut que ça soit clair. C'est ça. Je ne suis pas contre l'organisation du sommet. Mais le paradoxe qui existe dans l'organisation de ce sommet, qui me fait froid au dos, c'est que les mêmes autorités qui disent qu'il n'y a pas d'argent pour subvenir aux besoins du peuple, des populations, de leur population, ce sont ces mêmes autorités-là qui claquent, ont trouvé des milliards pour organiser. Mais pour ce sommet, la ville de Lomé a changé aussi de look. Vous êtes d'accord avec moi? La rue de l'Ocam, par exemple, a retrouvé des bitumes. La rue de l'Ocam, il y a d'autres fois qui ont retrouvé le bitume. Vous acceptez que nous devons nous soigner? Ok, je suis d'accord. Vous acceptez? Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour en parler, mais j'espère qu'on y reviendra. Invitez-moi, j'en parlerai. On en parlera rapidement. Loïc, 30 secondes. Ok. 30 secondes. Tu sais, honnêtement, il faut qu'on aide ce pays. Et pour aider ce pays, ce n'est pas... Il y a des manières. Qu'est-ce qu'un archevêque, le même archevêque a eu, je crois, a signé il y a quelques mois une lettre pastorale. Une si longue lettre pastorale où ils ont eu à parler de A à Z, à dénoncer les problèmes du pays. Pendant ce temps, les gens ont trouvé que c'était bien. Et tout le monde a applaudi. Mais aujourd'hui, qu'il y a eu un sommet qui a été une réussite,
sur le plan diplomatique, qu'un archevêque vienne en parler au cours de son homélie, il est devenu vendu, il est devenu mauvais. Mais arrêtez, dans ce pays, c'est ça qui fait que quand les gens sont à des postes de responsabilité, vous les amenez à se braquer. C'est comme ça qu'on a donné la CVJR à l'autre là, comment il s'appelle là. C'est les mêmes personnes qui sont montées au chrono. Comment lui là, il peut accepter ce poste? Comment si, comment ça? À la fin, il a fait sortir. À la fin, il a eu un bon rapport. Et les mêmes personnes ont commencé à dire, ah maintenant c'est bon. Mais non, ce pays on doit l'aider. Quand les gens, chacun n'a qu'à faire son boulot, l'évêque a fait pour lui. Tu comprends? Pour apporter sa contribution, ce n'est pas une raison pour le mettre au pilori. Merci Loïc Lanson, merci Défense Agbaki.